Mon enfance, ça a été vraiment quelque chose qui a été très douloureux puisque j'ai eu une enfance où j'ai eu beaucoup de souffrances de par ma relation avec mon père, de par les circonstances un petit peu dans lesquelles j'ai grandi. Je vivais sous le même toit que mon père et c'était quelque chose de très éprouvant. Donc j'ai eu une enfance très solitaire où j'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un qui n'était pas bien, quelqu'un qui faisait mal les choses. Et en fait, ma maman m'a toujours expliqué que si on me rejetait, si les gens ne me valorisaient pas, que moi je devais vraiment garder confiance en moi, que je devais avoir foi en la vie et que mes faiblesses seraient mes forces plus tard. Et à 14 ans, elle m'a offert mon premier oracle, donc je me rappelle encore, c'était l'oracle G. Et j'ai commencé à m'initier un petit peu à la spiritualité, à découvrir ce monde incroyable, invisible. Et j'ai pu aller chercher mes réponses dans la spiritualité. J'ai toujours cru en quelque chose. J'ai quand même cette faculté à percevoir l'invisible. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition. C'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment toujours cru. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, il y a eu des épreuves. Et il y a eu, comme on dit toujours, si vous avez la rose, vous avez les épines, et vice-versa. Quand j'ai eu les épines, eh ben, j'ai eu le parfum de la rose. J'ai eu de l'aide de l'univers. J'ai eu des choses qui ont été vraiment disposées sur mon chemin pour m'aider. Et c'est là où je me suis dit, ok, la vie, elle sera pas facile, mais tu n'es pas toute seule. Et donc, la spiritualité, je l'ai toujours travaillée, je l'ai toujours vécue. C'est quelque chose qui m'a accompagnée un petit peu comme un fil rouge tout au long de ma vie. Je suis partie vivre à l'étranger, j'ai mené une carrière d'hôtesse de l'air pendant à peu près 10 ans. J'ai commencé à étudier la mémoire cellulaire peut-être un petit peu 10 ans avant d'en être ici aujourd'hui. Mais c'était toujours un plaisir. Je faisais des recherches, je faisais des soins en cabinet, mais c'était toujours à côté. C'était pas du tout au centre de ma vie. Et l'univers, à un moment donné, est venu me chercher. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte de ma fille, donc j'étais enceinte de 4 mois, ma vie a explosé. Et je me suis retrouvée célibataire avec un enfant à venir et avec un métier totalement incompatible. Et ça a été une période très compliquée puisque tout le monde me disait surtout ne quitte pas ton emploi, c'est un bon métier, tu gagnes très bien ta vie. Et là, je me suis dit, tu n'es pas heureuse. La vie, elle vient tout exploser autour de toi. Quelque part, est-ce que c'est pas un signe? Et l'évidence s'est un petit peu imposée. Je me suis dit, là, tu as tout perdu. Donc, puisque tu as tout perdu, tu n'as rien à perdre. Donc là, c'est parti. Et je me suis dit, tu vas tout recommencer. Donc, je suis rentrée à Perpignan. Je suis repartie vivre chez ma maman, chez qui je suis restée 9 mois, comme si je recommençais une nouvelle vie. Et ça a été incroyable, puisque durant cette grossesse très difficile, autant émotionnelle que physique, puisque j'étais alitée, j'ai débuté la création de petits bijoux énergétiques, vraiment pour, dans un premier temps, m'évader et oublier un petit peu le quotidien et puis le fait d'être bloquée physiquement. J'ai ouvert un compte Instagram, je mettais des petites photos, puis j'ai eu des demandes, une fois, deux fois, trois fois. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, fais ça et puis bon, tu feras quelques petits bijoux, ça te permettra de te relancer et tu verras. Et au final, on a ouvert notre e-shop et dès le premier mois, on a eu des dizaines et des dizaines de commandes. Ça a explosé. Et c'est comme si l'univers, il m'avait dit, tiens, je te jette du précipice, mais je viens te récupérer en dessous. Et s'en est suivi des oracles, des livres. Voilà. Ensuite, j'ai agrémenté un petit peu la collection et j'ai toujours voulu partager, transmettre un petit peu ce que j'avais vécu pour voilà, donner de la force à d'autres personnes. Souvent, quand on met un pied dans la spiritualité, c'est un petit peu, pas par dépit, mais par obligation. C'est qu'on est un petit peu à la croisée des chemins et que on a avancé, avancé, avancé. On n'a peut-être pas travaillé sur sa souffrance, on n'a peut-être pas fait de l'introspection, on a peut-être mis tout ça dans des petites cases et on s'est dit, ben, je n'ai pas trop envie d'aller fouiller. Et puis à un moment donné, ben, il y a ce qu'on appelle les chocs de la vie. Ça peut être des séparations, des maladies, des deuils, burn-out, vraiment un mal-être très profond qui finit par ressurgir. Et à ce moment-là, c'est là où on se dit, ben là maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est quand il y a des épreuves, les gens se mettent à prier. Et c'est vrai parce que quand vous êtes vraiment au plus mal,
même si vous êtes athée, vous allez vous mettre à chercher une force invisible, vous allez chercher quelque chose de bien plus grand que vous, parce que finalement, votre état de souffrance est dépouillé d'ego. Vous êtes dans la souffrance vraiment de l'âme qui recherche à aller mieux. C'est dans ces petites ouvertures-là où il y a un petit peu de lumière qui va venir et c'est là où finalement vous allez laisser l'invisible rentrer dans votre vie. Et à partir de là, en général, quand on met un pied dedans, c'est tellement incroyable qu'on a du mal à revenir en arrière dans une vie un peu plus classique. L'être humain, il est en recherche un peu perpétuelle du bonheur. Il faut savoir déjà une chose, c'est que le bonheur continu est absolu et utopique, donc ce n'est pas possible. On est cyclique, on fait partie vraiment du cycle de la vie. La première étape vraiment quand on a envie d'être heureux, c'est d'accepter le fait qu'on ne peut pas l'être tout le temps et que c'est normal. C'est un petit peu comme les cycles de la nature, il y a des cycles où c'est florissant, des cycles où la nature se meurt. Et quand on est spectateur de ça, qu'on arrive à apprécier la beauté d'un arbre qui se déplume, des feuilles d'automne, eh bien, il faut le transposer, faire une analogie vraiment avec notre vie et se dire que nous aussi, quand on se déplume, qu'on perd des choses, finalement qu'on enlève des couches de souffrance, c'est un petit peu comme ça. C'est la nature, la vie qui fait qu'il y a des phases comme ça. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est d'accepter cette souffrance, d'arriver à la dépasser et d'arriver à avoir les armes pour, justement, quand on est dans le creux de la vague, arriver à remonter le plus facilement possible. La mémoire cellulaire, c'est quelque chose d'assez fantastique. Il faut imaginer que vous êtes un ordinateur et à l'intérieur, vous avez une petite carte mère, donc votre mémoire cellulaire, qui contient l'intégralité des informations, non seulement de votre âme, de vos vies antérieures, également de toute votre lignée, et ensuite également de tout ce qui va être de votre enfance. Donc vous avez tout un amas de données, de traumatismes, d'émotions, digérées ou pas, qui sont compactées dans votre inconscient. Alors tout ce qui va être vécu de façon positive, ça va aller, on va dire, vous donner du crédit. Au niveau de votre mémoire cellulaire, ça va être peut-être des facilités pour la musique, si vous avez dans une vie antérieure ou dans votre lignée peut-être des personnes qui étaient déjà virtuoses peut-être dans un instrument. Mais nous, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui va être négatif. Donc la mémoire cellulaire, la partie négative, c'est les traumatismes qui ne sont pas libérés. Par exemple, si vous avez vécu un accident de voiture, si cet accident de voiture vous a laissé un choc profond et que vous n'avez pas réussi à dépasser ce traumatisme, vous allez le garder imprimé dans votre mémoire cellulaire. Et quand vous allez essayer de conduire, vous allez toujours être stressé, vous allez avoir des accidents de voiture parce qu'en fait, votre mémoire, elle est cristallisée dans votre mémoire cellulaire, elle va vibrer la peur. Et donc, il y a une part de responsabilité à prendre dans les événements, notamment quand il y a une reproduction. Et parfois, c'est même des choses qui ne nous concernent pas. Par exemple, vous pouvez, être en situation de banqueroute parce que vous avez un grand-père qui a mal utilisé l'argent ou qui a fait faillite et qui a tellement mal vécu ce traumatisme qu'il a réussi à figer dans la mémoire cellulaire de la lignée une mémoire d'abondance complètement bloquée. Donc en fait, vous allez pouvoir éventuellement être tout le temps bloqué au niveau pécunier parce que cette mémoire n'a pas été transcendée et vous allez vous retrouver un petit peu comme si vous allez être le libérateur de la famille, celui qui doit faire le travail pour arriver à libérer le cycle familial. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des personnes autour de vous qui n'ont jamais les mêmes problèmes que vous. Par exemple, vous allez avoir cette copine qui, dès qu'elle rencontre un homme, il est toujours charmant, ils vont toujours rester 5 ans, 10 ans ensemble, puis ils se séparent dans le calme, avec vraiment sans heurts. Et vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, je n'enchaîne que les relations compliquées? C'est tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes blocages. Peut-être que cette personne-là, financièrement, elle n'a que des problèmes. Et en fait, on n'est pas tous sous la même lumière, sous la même perspective. Donc, l'idée de prendre sa responsabilité, c'est de se dire, ce n'est pas forcément ma faute, mais par contre, si c'est en moi que je le vibre et que c'est quelque chose qui est dans ma mémoire cellulaire, alors je vais devoir faire le travail, je vais devoir le conscientiser pour le libérer. Donc la notion de responsabilité n'est pas tant sur la cause, plus que sur l'action de libérer.
Et c'est là où la mémoire cellulaire est très compliquée, pas forcément logique, parce que selon ce que vous allez voir, entendre, sentir, expérimenter, vos mémoires cellulaires vont commencer à s'allumer un petit peu partout, vous envoyer des émotions en vous disant « cette mémoire est activée, il faut que tu t'occupes de moi ». L'émotion, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, de la frustration, de l'impuissance. Et quand vous avez une mémoire cellulaire bloquante, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous battre contre votre propre inconscient. C'est comme la nourriture. Je pense que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, comprennent un petit peu ce sentiment de dire « je voudrais manger moins, je voudrais faire attention, mais je n'y arrive pas ». On ne peut pas se battre contre notre propre inconscient. Donc au lieu de se battre, il faut aller chercher le pourquoi, il faut fouiller, il faut le comprendre et puis il faut l'aider. Il faut que vous soyez dans une démarche de libération. Et une fois que la mémoire elle est conscientisée, par exemple, je vois un accident de voiture, je me rends compte que j'ai peur, que je ne suis pas à l'aise et qu'il y a quelque chose à travailler, c'est une partie de la libération qui s'opère. Alors, conscientiser l'intégralité de sa mémoire cellulaire, c'est impossible parce que vous avez beaucoup trop de souffrance, beaucoup trop de trauma. Vous allez expérimenter des choses très difficiles. Et si vous voulez, si on donne l'intégralité de la souffrance et de la totalité des expériences, il y aurait un effet d'explosion et on ne serait pas capable dans cette incarnation terrestre de pouvoir supporter et tamponner le degré de souffrance. Donc, vous avez ces traumas qui vont être en veilleuse et on va vous laisser venir, vous incarner pour les libérer petit à petit. Il y a plusieurs façons. Vous avez la méthode consciente, c'est-à-dire vous allez aller voir un thérapeute, vous allez vraiment travailler sur votre mémoire cellulaire de façon consciente. Vous allez anticiper un petit peu tout ça, conscientiser, mettre votre esprit, votre conscience sur la problématique. Mais prenons quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la mémoire cellulaire. Cette personne, elle va avoir des mémoires qui vont vibrer. On va reprendre notre exemple avec la voiture. Elle va peut-être attirer à elle des accidents de voiture fréquents, puisqu'à chaque fois, vu que cette mémoire, elle est encore bloquée, on va obliger, entre guillemets, la personne à revivre un événement. Il va peut-être avoir une deuxième fois un accident de voiture, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à se dire « Ok, je n'ai plus peur de cette expérience, je peux la transcender, je peux la laisser derrière moi ». Et donc, la vie va vous remettre régulièrement des expériences jusqu'à ce que vous preniez les bonnes décisions, que vous arriviez à vous affranchir de cette peur et de ce trauma. Et là où c'est beaucoup plus simple, par exemple, à comprendre, c'est dans les relations. Si vous attirez un partenaire violent, la première fois, vous allez peut-être pas comprendre l'expérience ni le message derrière. Vous allez peut-être en rencontrer un second, peut-être un troisième, jusqu'à ce que vous vous affirmiez et que vous disiez « Ok, cette mémoire, je ne la veux plus. Ce qui a fait que j'en suis arrivée à rencontrer des partenaires violents, je veux boucler un cycle. » Et à ce moment-là, une fois que vous avez compris, la mémoire est libérée et vous n'attirez plus les situations identiques. Alors la loi de l'attraction, elle est corrélée évidemment avec la mémoire cellulaire, puisque ce que vous vibrez en positif, vous allez être bien plus apte à l'attirer, puisque vous le vibrez de façon naturelle. Ce que vous vibrez de façon négative, à l'identique, vous allez l'attirer beaucoup plus facilement. Et donc, la loi de l'attraction, c'est un petit peu la somme de ce que vous voulez, de ce qui est bloqué dans votre inconscient, ça fait plus et moins, et ça vous donne un petit peu le résultat. Donc, l'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est une femme qui va vouloir perdre du poids. Donc, son conscient va vouloir perdre du poids, mais son inconscient va dire « ben non, parce que moi, par exemple, mes parents m'ont toujours dit que j'étais grosse, que je valais rien, que je n'arriverais à rien dans la vie ». Et dans le combat entre l'inconscient et le conscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'il est caché, parce qu'on ne peut pas conscientiser et vous ne pouvez pas traquer quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Alors, il y a beaucoup de croyances très ancrées, ça vient beaucoup du transgénérationnel. Il faut qu'une femme soit au service de son homme, il faut travailler dur, l'argent ne se gagne pas facilement. Tout ça, ce sont des mémoires qu'on a héritées de nos aïeux, mais il y en a beaucoup, voire la plupart, qui sont obsolètes. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui vibre en moi ?
vous dites, ok, ben cette croyance, en fait, elle vibre plus en moi. Peut-être qu'à l'époque, c'était valable pour les mœurs et pour la société de l'époque, mais en fait, cette croyance, elle est erronée. Donc, il y a vraiment un travail au niveau cellulaire à faire pour libérer un petit peu toutes ces mémoires qui sont tapies. Et en parallèle, évidemment, il faut travailler le conscient, il faut travailler ce qu'on veut, sa valeur, ce dont on a besoin. Et pour cela, la loi de l'attraction est incroyable. Pour vous donner un exemple très clair que je pense on a tous vécu une fois, vous allez à l'école, vous n'avez pas du tout appris la leçon, et ce jour-là, le professeur dit « bon ben allez, quelqu'un va venir au tableau », et vous dites « pas moi, pas moi, pas moi ». Et vous pouvez être sûr que celui qui est appelé au tableau, ben c'est vous. Ce jour-là, c'est toujours vous. La loi de l'attraction, c'est ça. Plus vous allez vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, et plus l'univers, il va venir, il va vraiment se mettre à votre niveau, puisque nous sommes des êtres d'équilibre. Donc quand vous allez penser quelque chose, l'univers, lui, c'est un serviteur, il va se mettre à niveau. Si vous pensez positif, forcément, il va vous envoyer les choses positives. Si vous êtes focus sur le négatif, il va être obligé, malgré lui, de s'aligner en termes de vibration. Et donc, pour moi, la loi de l'attraction, c'est plus une combinaison de plusieurs choses. Donc déjà, ça va être votre mémoire cellulaire. Si, encore une fois, on reprend notre schéma, votre inconscient bloque, vous allez beau travailler votre conscient, mais en fait, l'inconscient, il aura toujours plus de poids. Donc déjà, il faut travailler toutes les croyances et les patterns que vous avez dans votre mémoire cellulaire. Ensuite, il faut faire de la visualisation positive, évidemment. Et ensuite, il y a un facteur très important, c'est l'action, lâcher prise. C'est-à-dire tout faire pour attirer ce que vous voulez, mais ensuite lâcher complètement prise. Par exemple, j'ai envie de faire éditer mon livre, je suis jeune auteur, je n'ai pas de maison d'édition. Je me dis, ok, moi, mon objectif, c'est d'être édité. Alors je vais aller me visualiser dans 2 ans au Salon du Livre en train de faire une dédicace. C'est pas juste une pensée, c'est je le vis. Je vais aller sur Internet, je vais regarder le prix des billets d'avion, je vais me renseigner sur les dates, je vais regarder comment peut-être je vais m'habiller ce jour-là. Je vais vraiment être dans une projection puisque votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Du moment où vous allez le nourrir avec des actions et que vous allez le forcer à réfléchir comme si ce que vous imaginez est réel, lui, il va changer sa vibration. Votre cerveau, du moment où il va aller regarder des billets d'avion pour Paris, qu'est-ce qu'il va se dire? Je pars à Paris. Dans 2 ans, je suis à Paris. Et donc, vous allez modifier vos vibrations et vous allez, par extension, attirer à vous de l'extérieur ce qui vibre votre intérieur. Toujours cette histoire d'énergie et d'équilibre. Donc, la loi de l'attraction, c'est vraiment faire en sorte votre maximum, envoyer vos manuscrits aux maisons d'édition, agir. Une fois que vous avez agi, que vous avez vraiment mis un petit peu comme une scène de théâtre, l'univers au service de votre projet, ensuite, vous passez à autre chose. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un projet, je fais ça et après, je passe au prochain. Je laisse l'univers m'apporter les solutions à mon projet, à ma demande. Alors, je ne suis pas pour les protocoles qui sont trop cadrés, qui sont trop lourds et qui peuvent être un peu décourageants. Moi, la visualisation, évidemment, il faut toujours la faire pendant plus de 21 jours pour pouvoir dire à notre inconscient, il y a un changement qui est en train de s'opérer, là, il faut que tu te reprogrammes. Par contre, moi, je n'ai pas de cadre, je ne me dis pas tous les matins à 8 heures, je visualise. C'est dans mon quotidien. Par exemple, je suis en train de faire à manger, en ce moment, je suis en train de me visualiser, j'aimerais partir aux États-Unis et vraiment transmettre là-bas. Je me projette en fait, c'est plus de la projection que de la visualisation. Et je me dis, ok, est-ce que je commencerai plutôt par New York ou est-ce que j'irai à Los Angeles? Je me pose des questions comme si on m'avait demandé quelque chose, alors que pas du tout. Je suis presque l'intervieweur et puis l'invité, quoi. Je suis vraiment dans cette dynamique où j'y crois toute seule et puis j'attends que mes vibrations prennent un petit peu comme un bouillon. Et donc, tout ce qui peut être utile pour vous, pour arriver à vous projeter, c'est-à-dire, si je pars aux États-Unis, où est-ce que j'habiterai? Est-ce que je serai plutôt dans un grand immeuble? Est-ce que j'ai envie de faire tel talk show? Ou est-ce que plutôt je ferai des conférences? En fait, il faut se poser des questions comme si c'était réel, puisque votre cerveau, encore une fois, vous allez l'obliger à se questionner. Et donc, il va faire comme si c'est quelque chose qui allait bientôt arriver.
Alors c'est tout l'intérêt de travailler sur sa mémoire cellulaire et de libérer, de travailler sur sa valeur, sur la confiance en soi et vraiment de faire ce travail de l'inconscient en amont parce que des gens qui vont vous décourager dans vos projets, il y en aura plein. Moi, quand j'ai commencé, les gens autour de moi me disaient ah, mais tu vends tes cailloux, tes bijoux, alors ça marche tes cailloux. Et puis moi, je restais vraiment dans cet alignement. Ce que je faisais, ça me plaisait, ça marchait et j'avais des bons retours. Alors au début, il n'y en avait pas beaucoup, des retours. Mais comme je dis, il suffit d'une seule personne. Vous avez une seule personne qui croit en vous, au-delà de vous, et c'est parti. Si vous arrivez à appliquer la recette du succès sur une personne, alors vous allez pouvoir ensuite le démultiplier. Et j'ai jamais écouté ce que les gens pensaient, parce que souvent les gens qui vont vous donner des conseils, c'est des gens qui ne sont pas alignés et qui sont pas bien dans leur vie. Alors, je ne sais pas si les gens sont méchants, je pense que les gens sont un petit peu dans des carcans de peur. Et la jalousie, la méchanceté, pour moi, c'est plus une parade de protection. C'est j'ai peur que l'autre y réussisse, parce que est-ce que si lui il réussit, ça va pas me renvoyer quelque chose de tellement douloureux, un sentiment d'échec? Est-ce que je vais réussir, moi, à dépasser ça? Je pense que c'est la partie enfant intérieur de chaque être humain qui dit ben lui il fait ça, mais moi je suis pas d'accord, je veux pas qu'il arrive avant moi. Et on a tous à un moment donné pensé, quand il y a quelqu'un qui a eu un échec, de se dire bon ben ça me rassure. Alors après, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on va jeter au visage des autres. Et c'est très important quand on ressent de la jalousie ou de l'envie, de dire ok, je suis jalouse, je voudrais qu'il ou elle échoue, ou alors je suis content que lui n'ait pas réussi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va réveiller en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de même essayer? Est-ce que c'est parce que j'ai échoué et ça me renvoie quelque chose de difficile? Voilà, c'est un effet miroir. La mission de vie, c'est un petit peu le cœur de l'incarnation. Vous êtes une pièce de puzzle unique, un petit peu comme les empreintes sur la main, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, tout l'intérêt, c'est un petit peu comme un puzzle, c'est de dire ok, je vais où? C'est ça un petit peu le jeu de la vie. C'est qui je suis déjà, parce que si vous avez une pièce de puzzle, mais que dessus vous ne savez pas quel est l'élément, le motif, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans le puzzle. Et si vous essayez de vous insérer partout, eh bien vous n'irez nulle part. Et donc, vous allez déjà devoir savoir qui vous êtes pour ensuite savoir où vous insérer. Vous allez tester, puis à un moment donné, vous allez rentrer dans une case, vous allez vous dire « je suis là ». Et ça, il y a tout un travail vraiment de cheminement sur l'alignement. Qu'est-ce que vous aimez faire? Dans quoi vous êtes bon? Dans quoi est-ce que les gens vous félicitent, vous disent vraiment tu es fait pour ça? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? La mission de vie, finalement, c'est quelque chose de très simple. Souvent, les outils, on les a depuis tout petit. Moi, je sais que j'ai toujours baigné dans le magnétisme, dans les soins, et surtout, j'ai toujours écrit. J'écris depuis que j'ai peut-être 7 ou 8 ans. Alors, j'ai fait des ébauches de livres, je ne les ai jamais terminés, mais l'envie d'écrire était là. Donc, peut-être faire une rétrospection et se dire, quel est le fil rouge? Qu'est-ce qui m'accompagne tout le long de ma vie? Est-ce que c'est dessiner, peindre, faire du sport, aider les autres, écrire? Vraiment, on a tous une particularité et il faut trouver laquelle. Alors, quand on a trouvé sa mission de vie, le plus difficile, ça va être de l'appliquer dans le monde réel. Par exemple, je suis photographe et j'aime voyager. Alors comment je vais faire pour en vivre? Comment je vais faire pour intégrer ça dans ma vie? C'est pas possible. Moi, je n'aime faire que ça. Et pourtant, je ne sais pas comment l'appliquer dans ma vie. Et c'est là où la loi de l'attraction est importante. C'est que si le métier de vos rêves n'existe pas ou est difficilement atteignable, vous allez devoir l'imposer, vous allez devoir poser vos actions et créer un petit peu la réalité qui correspond à votre alignement. Mais soyez-en sûrs, quand vous êtes aligné, que vous posez les actions, les vibrations changent et vous allez avoir les opportunités et les choses vont se mettre en place. Tant que vous restez statique, même si vous savez pourquoi vous êtes fait, tant que vous ne posez pas des actions et que vous ne vous projetez pas, l'univers ne peut pas vous aider. Et donc, pour moi, la spiritualité, c'est d'incarner l'être humain que l'on est dans un total alignement. Vous devez, dans votre quotidien, voir qu'est-ce qui vibre en vous et vous connaître, vous trouver et finalement trouver votre notice. Et donc, pour moi, s'accepter au-delà de la perfection, parce que pour moi, la perfection, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme le bonheur parfait.
Ce que je disais tout à l'heure, vous n'aurez jamais un bonheur parfait dans tous les pans de votre vie et de façon continue. La perfection, c'est pareil. Peut-être que pour vous, quelqu'un d'économe, vous allez dire il est radin, alors que pour quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, il va dire mais il est génial, il est hyper économe, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Donc la perfection, elle est très subjective. Et quand on dit en fait il faut être parfaitement imparfait, vous devez utiliser vos qualités et vos défauts pour être vous-même, tout simplement. Et donc, l'authenticité, dès le début, ça a été ma carte de visite. Je me suis dit, il faut s'adresser à tous ceux qui finalement n'ont pas encore les clés pour travailler sur eux, mais l'authenticité, ça sera toujours l'énergie avec laquelle je vais travailler. C'est-à-dire, je ne me ferai pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas, parce que comment enseigner l'alignement si soi-même on ne peut pas l'incarner? Alors l'enfant intérieur, c'est encore autre chose puisque en vous, vous avez votre partie adulte qui est la partie raisonnée, qui est la partie consciente, qui elle est vraiment dans une démarche je veux aller bien, je veux être heureuse, je veux être en paix. Et votre enfant intérieur, ça va être toute votre partie émotionnelle. Quand vous êtes en colère, frustré, triste, impatient, c'est votre enfant intérieur qui n'a pas un besoin qui va être comblé. Donc, de suite, hop, il va avoir un pic émotionnel qui va être en relation avec des blessures de l'âme, mais aussi des blessures de l'enfance. Donc souvent, quand on a une émotion transcendante qui monte d'un coup, qui vous prend vraiment à l'estomac, c'est parce qu'en fait, la situation que vous vivez, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans l'enfance et qui vient faire comme une petite piqûre de rappel. Et donc, la souffrance émotionnelle, elle nous prend à vif parce que c'est l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il n'a pas les capacités, il n'a pas la maturité, il n'a pas la capacité émotionnelle de se sortir tout seul de ça. On s'est tous retrouvés à un moment donné un petit peu seuls et un petit peu démunis face à un trop plein d'émotions et on ne sait pas quoi faire. Alors des fois, on va juste appeler une copine ou on va un petit peu raconter ce qui ne va pas et puis ça peut passer. Mais quand vous vivez des épreuves très lourdes, vous pouvez vous sentir un petit peu seul dans votre souffrance et ne pas savoir où aller chercher de l'aide. Et vraiment, dans ces moments-là, la crise émotionnelle, il faut avoir des outils, il faut se dire, ok, si ça va pas, je vais aller faire des cours de respiration, je vais aller parler à quelqu'un, je vais peut-être aller voir un thérapeute. Il ne faut pas rester tout seul quand on a des niveaux comme ça de stress émotionnel qui font des pics parce que vous pouvez avoir des pensées très morbides. Et l'idée, c'est vraiment de dire, OK, j'ai besoin d'aide, je ne vais pas jusqu'à arriver à un stade où je n'en peux plus. C'est d'arriver justement à prendre du recul sur cette souffrance et à la limite à la mettre presque comme une troisième personne un petit peu qui regarderait la scène. Et c'est vrai qu'il y a une notion qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est vraiment de garder la foi. Si vous gardez la foi en l'univers ou en Dieu, si vous êtes croyant, vous savez que ce que vous vivez là à l'instant T, par exemple l'homme qui va vous quitter à l'instant T, vous vivez un tsunami émotionnel, vous êtes dans une souffrance terrible. Mais si vous regardez d'un petit peu plus haut, alors vous voyez ce qu'on appelle God plans, c'est-à-dire les plans de Dieu. Vous vous rendez compte que lui, il sait, que l'univers sait, que ce garçon-là n'est pas fait pour vous et que juste derrière, il va y avoir quelque chose de mieux. Donc quand vous êtes vraiment dans le noir, il faut garder la foi et se dire, il y a une énergie, il y a quelque chose autour de moi qui me guide. Même s'il y a de la souffrance, je reste guidée et je vais toujours vers quelque chose qui va m'apporter toujours mieux que ce que je quitte. La paix, c'est vraiment un état. C'est un état intérieur. Je suis chez moi, peut-être que rien ne va dans le monde, rien ne va autour de moi, mais à ce moment-là, je me fais couler un petit thé, je suis en train de boire mon thé, et là, je suis en paix, je suis bien. Et bien ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est cet état. Tous ces petits moments de paix, où je suis en phase, je suis en relation avec des gens qui ne sont pas toxiques, je suis en relation avec des gens qui me laissent être en paix, j'ai un travail où je suis équilibrée, donc je ressens de la paix. Tout ça, c'est vraiment se poser la question, où est la paix? Comment aller la chercher? C'est quelque chose qui est dénué de notions d'argent, de relations, de tout. C'est vraiment la paix, elle est propre à soi, elle ne dépend que de soi.
Alors en ce moment, les énergies sont très denses pour la simple et bonne raison qu'au niveau de l'humanité, on a passé un cap énergétique fin 2012 où tout va s'accélérer très rapidement. Alors le positif va s'accélérer rapidement, vous allez faire vos lois de l'attraction, là où avant, en 10 ans, vous allez peut-être arriver à un poste, maintenant en 6 mois, vous pouvez potentiellement arriver au même résultat. Mais de façon négative, forcément, vous allez avoir l'opposé. Puisqu'on est dans une évolution qui est tellement rapide, qui est tellement détonnante, c'est un petit peu comme une... Avant, on était sur une course de fond, maintenant, on est sur un sprint. Mais c'est un sprint continu. C'est pour ça que la plupart des gens sont vraiment, ont du mal à tenir le coup, puisque c'est très fatigant. Vous avez une vague. Avant, on respirait, on sortait la tête de l'eau. Maintenant, vous avez une vague, hop, il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Et là, on va vous pousser à travailler sur vous. Là, on ne vous laisse plus le temps. On ne vous dit plus, bon, on vous mettait un deuil en 2012, une séparation en 2018, et puis entre-temps, bon, on vivotait. Non, non, là, c'est, si on ne comprend pas, ça s'enchaîne. C'est pareil pour le travail. Avant, on faisait un travail et en général, on faisait carrière. On rentrait dans une boîte et puis le but, c'était d'y rester le plus longtemps possible. On essayait à 18 ans de se dire, je prendrai ma retraite dans cette boîte. C'était très lent, c'était des karmas qui s'étalaient vraiment sur le long terme. Maintenant, on voit qu'il y a une impermanence sur tout, que ce soit les relations, le travail, les hobbies. On teste un petit peu tout et justement, ça permet aux gens de s'aligner d'autant plus. Et donc, il faut travailler sur soi, il faut avancer, il faut évoluer. Donc, tout va très vite pour le bon et pour le mauvais. Et celle qui va comprendre le message, le fait que c'est une période où il faut s'arrêter, une période où il faut comprendre des choses et vraiment travailler sur soi, va le passer beaucoup plus facilement que la personne qui va dire c'est injuste, je ne mérite pas ça, pourquoi je suis bloquée, qui va générer de la colère et qui va finalement combattre. Ce sont des gens qui ont des breakdowns, des chutes qui sont assez solides. C'est-à-dire qu'on les met vraiment devant le fait accompli et en général, ça fait mal parce que si vous voulez, il n'y a pas de tampon, quoi. Il n'y a pas eu un travail qui a été fait et du jour au lendemain, vous allez prendre une vague et c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui se mettent des œillères, hein. On ne peut plus rester dans le déni du travail et de l'introspection. On ne peut plus être dans une énergie métro, boulot, dodo. Et c'est pour ça qu'il y a eu une explosion du développement personnel et de la spiritualité en France et dans le monde. Mais c'est vrai que moi, je suis dans l'industrie, ça fait au moins 10 ou 15 ans. Et à l'époque, quand on parlait de spiritualité, c'était... on nous disait, mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous demandez à 5 personnes autour de vous, vous en avez au moins la moitié qui connaissent les oracles, qui connaissent l'énergie. Tout le monde baigne un petit peu dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on vous donne les épines, on vous donne les roses. Donc si on vous donne la difficulté, c'est-à-dire ces énergies très denses, très détonnantes, on va vous donner aussi des outils. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, mais des personnes qui vont venir vous donner les outils pour arriver à transcender. On ne va pas juste vous dire, allez, débrouille-toi, travaille sur toi. Donc il y a une démocratisation pour justement booster l'humanité dans sa totalité, à travailler sur elle et à s'améliorer. Et donc, on est en train de libérer au niveau du karma mondial énormément de choses de par déjà l'évolution de la lignée familiale. Chaque pays, chaque région, chaque famille libère beaucoup au niveau du transgénérationnel, qui est quand même un facteur bloquant qui est quand même assez dense au niveau de la mémoire cellulaire. Il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées, ça va aller de plus en plus, ça va exploser dans les carcans qui étaient justement malsains, où il n'y avait pas un équilibre, où il n'y avait pas d'alignement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont continuer d'exploser un petit peu partout, de sauter. Et puis l'être humain, de par justement la démocratisation de la spiritualité, va faire un cheminement collectif où vraiment, plus ça va aller, plus les gens vont être conscients. Et si on est conscient, on va tendre vers l'alignement et forcément, l'énergie collective va se rehausser.